Les titres. Belgique. Fermeture des Caterpillar. L'actualité internationale nous mènera tout d'abord au Maroc, où il y a eu démantèlement d'une nouvelle cellule terroriste liée à l'État islamique. République démocratique du Congo. Moïse Katumbi, candidat déclaré à l'élection présidentielle, dénonce les dialogues politiques en cours à Kinshasa. Pour notre page économique, nous irons en Afrique du Sud, où les pays évitent la récession grâce à un net rebond de sa croissance au deuxième trimestre de cette année. Notre invité pour cette édition sera M. Ange Pabulangui, représentant pour les Benelux pour l'Union pour la démocratie et les progrès social, parti politique congolais présidé par M. Étienne Tshisekedi. Pour notre page sportive, les Diables Rouges, les nouveaux systèmes du sélectionneur Roberto Martinez, salués par l'ensemble de la presse belge. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Les journaux d'Al-Mouatine. La direction du groupe américain Caterpillar a annoncé vendredi dernier la fermeture de son site de production situé à Gosselies. Quelques 2200 emplois sont directement menacés et plusieurs milliers d'autres indirectement, principalement chez les sous-traitants. Le Premier ministre, Charles Michel, a indiqué jeudi en commission de la Chambre qu'il allait solliciter un rendez-vous avec le président français, François Hollande, alors que Caterpillar a décidé de transférer des activités de Gosselies à Grenoble en France. Il a également plaidé pour un approfondissement de la politique économique et monétaire après le Brexit. Il n'a pas non plus caché son intention de vouloir combattre pied à pied cette entreprise américaine aux côtés du gouvernement wallon et des travailleurs. À l'initiative de la députée PS Özlem Özen, le Premier ministre s'est dit favorable à l'idée d'étudier de façon plus approfondie la proposition d'établir une zone franche favorisant les investissements dans les hainaut. Notre page internationale nous conduira tout d'abord au Maroc, où les autorités marocaines ont annoncé mercredi dernier le démantèlement d'une cellule liée à l'État islamique. Les autorités marocaines ont annoncé mercredi avoir démantelé une cellule terroriste liée au groupe État islamique qui préparait des attentats dans le nord du pays. 3 extrémistes s'activant à Oujda, Casablanca et à Fès ont été arrêtés par la police. L'opération a permis de dévoiler plusieurs projets terroristes dangereux à des stades avancés de préparation. Ces attaques visaient des sites sensibles et vitaux à Oujda, Saïda, Fès et Debdou. La perquisition effectuée dans les environs de la ville de Oujda a permis notamment la saisie des quantités de produits chimiques pouvant être utilisés dans la fabrication d'explosifs. Ensuite, nous nous rendrons en République démocratique du Congo, où s'est tenue dernièrement ici à Bruxelles, à l'initiative de la députée européenne Cécile Kyenge-Kachetou, une conférence avec comme invité d'honneur M. Moïse Katumbi. L'opposant congolais Moïse Katumbi a dénoncé les pourparlers politiques en cours en RDC, les qualifiant de monologues. Ouvert le 1er septembre à Kinshasa, les dialogues politiques nationaux inclusifs se poursuivent sans la participation de l'opposant historique Étienne Tshisekedi et des autres principaux partis et regroupements politiques de l'opposition, notamment les mouvements de libération du Congo, de Jean-Pierre Bemba et les G7, l'une des plateformes qui soutient la candidature de Moïse Katumbi à la prochaine présidentielle. Moïse Katumbi, au sujet de la situation sécuritaire à l'est du Congo, plaide pour l'instauration d'un tribunal spécial à l'instar de celui d'Arusha en Tanzanie pour mettre fin à l'impunité et poursuivre les auteurs des massacres dans cette partie du territoire congolais. Il promet néanmoins de rentrer à Kinshasa malgré sa condamnation dans une affaire de spoliation. Notre page économique, nous allons nous rendre en Afrique du Sud où les pays évite la récession grâce à un net rebond de sa croissance au cours du deuxième trimestre de cette année. L'économie sud-africaine, qui est la première du continent, a évité d'entrer en récession en enregistrant au deuxième trimestre de 2016 un taux de croissance de 3,3% après une baisse de 1,2% au premier trimestre, selon les chiffres officiels publiés mardi dernier, ce qui constitue la meilleure performance enregistrée depuis fin 2014. Ces rebonds s'expliquent par une forte progression du secteur minier,
1,8%, nourrie par l'augmentation de la production de la platine, dont l'Afrique du Sud est le numéro 1 mondial. L'industrie manufacturière affiche également un bond de 8,1%. Par contre, les secteurs agricoles, suite à la sécheresse qui touche l'Afrique australe, subit en revanche un léger recul de 0,8%. Ces chiffres constituent néanmoins une bouffée d'oxygène pour une économie moribonde depuis plusieurs années. C'est ainsi que les prévisions restent moroses pour l'économie sud-africaine. Les FMI tablent sur une croissance quasi nulle cette année. Nous allons encore parler de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que nous accueillons sur ces plateaux M. Ange Pabolangui, qui est représentant de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, l'UDPS, excusez-moi. Monsieur Pabolangui, comme on a toujours dit, s'ouvrir au monde extérieur, c'est connaître soi-même. Alors, comment s'est porté l'UDPS Benelux après le départ du chef ? Bonjour, Monsieur Mokoloumani. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Je pense que le président du parti a regagné Kinshasa le 24 juillet du mois passé. Et ensuite, le 31 juillet au Congo, il a organisé un très grand meeting. Le président du parti, M. Etienne Tshisekedi, a séjourné ici pendant 2 années. Donc il était venu en convalescence. Et je pense que tous les observateurs nationaux et internationaux ont quand même remarqué l'accueil chaleureux qu'il a reçu du peuple congolais. Cela exprime la reconnaissance du combat de tout un parti, mon parti l'UDPS, et de M. Etienne Tshisekedi pour la carrière qu'il a menée au Congo pour la libération de notre peuple. N'oubliez pas qu'il a été opposant au régime de M. Mobutu, de Kabila père et fils, et aujourd'hui il incarne l'espoir de toute une nation. Avant d'aborder d'abord la situation du Congo, comment avez-vous géré les différentes rencontres et si possible, pouvez-vous nous parler du financement, par exemple, de la conférence des Jean de Waal ? En fait, M. Albert Mokoloumani, vous n'êtes pas sans savoir que l'UDPS était un grand parti. Pour resituer un peu le contexte, au niveau du Congo, il est très difficile de réunir la classe politique congolaise, surtout même celle de l'opposition, comme on aime le dire. Le charisme de M. Etienne Tshisekedi nous a facilité aussi beaucoup de choses, parce que tous les leaders de l'opposition congolaise reconnaissent en lui le leader incontesté. Bon, vous me parlez du financement. Nous sommes un parti nous avons quand même des millions de Congolais qui sont derrière nous. Il suffirait qu'un Congolais donne 1 million, 1 euro ou même $1. On peut avoir des financements. Donc, à notre niveau, avec un leader charismatique, un parti organisé, et nos partenaires, parce que Genval, comme vous le dites, n'a pas été organisé par dont l'UDPS a invité, mais c'était une réunion de l'opposition dans son ensemble. Donc, il y a eu des bonnes mains qui ont aidé, je dirais. Merci. Dans les milieux congolais, tout le monde évoque les départs du président Kabila, mais par contre, on n'entend presque jamais parler du programme. Est-ce que l'UDPS, quel est votre projet de société? Vous pouvez nous citer les grandes lignes, si possible? Oui, moi je dirais que c'est une bonne question. Vous savez, démocratiser la République du Congo, c'est déjà un projet en soi. Je crois que vous avez vu notre histoire pour rappeler un peu. Donc on a eu notre indépendance en 1960, après une longue période de colonisation. La première législature menée par M. Kasavubu et Lumumba a été brutalement interrompue par le coup d'État de M. Mobutu. Une dictature féroce de 32 ans s'en est suivie. Nous avions amorcé une période de la conférence nationale. Nous pensions qu'il y aurait une transition démocratique sous Mobutu déjà. Et il y a eu cette guerre de l'Est. Donc les rebelles Kabila, père et fils, soutenus par le Rwanda et l'Ouganda, qui ont déstabilisé non seulement le Congo, mais toute l'Afrique centrale. Le Congo est un pays riche. Nous, pour entrer dans le vif du sujet, nous sommes un parti social-démocrate. Nous prônons la social-démocratie au Congo. Cela voudrait dire quoi en résumé? Nous estimons que le Congo est un pays riche avec d'immenses potentialités, mais malheureusement, le peuple du Congo vit dans une misère indescriptible. Le projet de société de l'UDPS se résume en ceci. Il faudrait que chaque fils du pays puisse bénéficier
d'énormes potentialités de ce pays. Je vous donnerai un exemple. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, je dirais 90% de la population du Congo est au chômage. Nos enfants, les parents n'arrivent pas à scolariser les enfants. Où va la richesse nationale? La richesse nationale va dans des multinationales occultes ou dans les poches de certains individus. Donc d'abord, nous prenons la justice sociale et la répartition équitable des ressources du pays. Nous prenons une démocratisation sincère, c'est-à-dire quoi? La Constitution est claire. Vous faites 2 mandats, vous partez. Mais vous regardez aujourd'hui la crise qui est née. M. Kabila a déjà fait les 2 mandats, mais il ne veut pas partir. Donc l'UDPS veut instaurer une démocratie, un état de droit, parce que nous sommes quand même un pays, un des rares pays, je dirais, au sous-sol miraculeux, je dirais. Il n'est pas normal de voir la misère qu'on voit au Congo, qu'aujourd'hui le pays est assisté par la communauté internationale. Donc le Congo n'arrive même pas à donner à sa population ne fût-ce que l'eau potable. Donc le Congo importe la nourriture. Donc l'UDPS aimerait assainir d'abord l'économie du pays, asseoir des bases solides et faire beaucoup pour le social de notre pays. Oui. Je dois rappeler à nos téléspectateurs que vous ne faites pas partie du dialogue politique ouvert à Kinshasa depuis le 1er septembre. Et j'aimerais savoir quels sont vos moyens d'action ou, si vous le voulez, votre stratégie pour pousser les pouvoirs de M. Kabila à respecter les échéances, notamment la résolution 2277 des Nations Unies. Oui, merci pour la question. La résolution 2277 des Nations Unies a été adoptée le 29 mars 2016. Qu'est-ce qu'elle dit en gros? Qu'elle demande au Congo, au gouvernement congolais d'organiser les élections avant la fin du délai constitutionnel. C'est-à-dire, la constitution de notre pays, par son article 73, dit ceci, que le corps électoral doit être convoqué 3 mois avant la fin du mandat présidentiel. Donc la fin du mandat de M. Kabila, c'est le 19 décembre 2016, moins 3 mois, cela veut dire que le 19 septembre ici, la ligne rouge est déjà franchie. Donc ils ne seront pas organisés les élections. Et cette résolution donc, demande l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Cette résolution demande qu'il y ait un dialogue inclusif de toutes les parties. Vous parlez d'un dialogue, mais lorsque vous regardez autour de la table, l'UDPS, qui est quand même le principal parti au Congo, n'est pas représenté. Le G7, vous avez cité tout à l'heure de M. Moïse Katumbi, n'y est pas. La dynamique de l'opposition, M. Faïlou et les autres composantes ne sont pas là-dedans. Pourquoi? Parce que il y a un sujet que le peuple devrait débattre, mais on veut essayer d'en faire un tabou. La question la question est la suivante. Monsieur Kabila, vous n'avez pas organisé les élections. Mais pourquoi vous ne voulez pas partir puisque votre mandat arrive à l'échéance? Donc, Monsieur Kabila et son système et son gouvernement ont tout fait pour que nous n'ayons pas des élections. Puisque le budget du Congo prévoyait qu'on budgétise, je pense, un montant de 200 millions de dollars à partir de 2011 pour qu'on ait au moins 1 milliard. Ça, c'est le coût des élections. Donc, rien n'a été fait pour cela. Maintenant, on veut nous amener à un dialogue dont le but serait la prolongation pure et simple du mandat de M. Kabila. À ce sujet-là, nous avons dit non. N'oubliez pas qu'avant que ce dialogue n'ait lieu, il y a eu beaucoup de pourparlers entre mon parti, ce n'est plus un secret, ça a été dévoilé, et les émissaires de M. Kabila. Ces derniers, donc, c'est-à-dire les émissaires de M. Kabila, nous ont proposé clairement un partenariat stratégique qu'ils appellent. Cela veut dire quoi? Ils voudraient que M. Kabila reste à la tête de l'État comme président et que nous ayons le gouvernement. À cela, nous avons dit non. En fait, la misère du peuple, la souffrance du Congo est telle qu'il ne suffirait pas d'un jeu d'alliance, de chaises musicales, de gouvernement, de donner des quelques postes. Non, 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 non. La crise est plus profonde. Nous voulons qu'il y ait une alternance pour la première fois pacifique dans ce pays. Je vous ai fait les rappels historiques. M. Mobutu est chassé par un coup d'État. M. Kabila, Laurent Désiré, est assassiné. Le président Kasavubu avait été destitué. Donc, depuis l'histoire du pays, on n'a eu que des drames. Nous ne parlons même pas de l'ancien Premier ministre Lumumba, exécuté dans des conditions atroces. Donc, l'UDPS aujourd'hui veut faire respecter un principe qui est simple, que pour qu'il y ait un état de droit, il doit y avoir alternance démocratique. Donc, M. Kabila, jusqu'à ce jour, n'a pas répondu à la question suivante.
Donc même les délégués qui sont là, puisque vous n'avez pas organisé les élections, c'est vous, M. Kabila, qui êtes le premier responsable, vous vous mettez de côté, comme ça la classe politique, l'UDPS comprise, va se mettre autour de la table pour discuter du futur du Congo. C'est ça notre leitmotiv. Et quels sont vos rapports avec les autres membres de l'opposition? Je pense notamment à l'UNC ainsi que les MLC de Jean-Pierre Bemba, représentés ici en Belgique. Bon, j'ai remarqué que lorsque nous avions organisé Genval, M. Vital Kamerhe n'y était pas, mais le numéro 2 de son parti, l'ancien numéro 2, puisqu'il a démissionné, M. Ewanga et M. Claudel Loubaya, notre éminent membre, étaient avec nous à Genval. Pourquoi M. Kamerhe n'était pas là? Ça, je ne sais pas. J'ai remarqué seulement que maintenant, au moment où nous avons posé un certain nombre de préalables pour aller au dialogue, et ces préalables, je dirais que sont réalistes. Nous avons demandé la libération de tous les prisonniers politiques. On ne peut pas aller à un dialogue au moment où des leaders tels que Jean Dio Mindongala, M. Mouyambo sont en prison détenus. On ne peut pas aller. Nous avons demandé à la communauté internationale et à M. Kabila de libérer ces prisonniers. Nous avons demandé la cessation de l'harcèlement juridique dont sont victimes certains opposants, notamment M. Moïse Katumbi et les autres membres de la classe politique. Donc il fallait apaiser le climat politique pour que nous puissions aller à ce dialogue. J'ai remarqué que le MLC n'est pas partie prenante à ce dialogue. Mais bon, M. Kamerhe est libre de ses choix, mais je pense que le peuple congolais est seul juge et demain nous rendrons compte au peuple qui est le souverain primaire, qui est le détenteur du vrai pouvoir. Puisque quel que soit l'accord qui sortira, si le peuple dit non à ce soi-disant, je dirais même monologue, puisque j'ai entendu à ce soi-disant monologue au profit de M. Kabila, eh bien, c'est le peuple congolais qui aura les derniers mots. Merci, M. Pabulangui, d'avoir répondu à notre invitation. Nous poursuivons notre journal. Donc, nous allons aborder maintenant notre page sportive. Après la petite humiliation subie contre l'Espagne, le coach des Diables Rouges n'a pas hésité à changer son fusil d'épaule et à modifier son animation des jeux. Roberto Martinez a opté pour un audacieux 3-4-2-1 avec 3 défenseurs centraux, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen, 2 médians récupérateurs, Fellaini et Witsel, et 2 soutiens d'attaque. Une innovation tactique qui a été saluée unanimement par la presse belge. Voici les prévisions météorologiques de la semaine. Sur ce, merci pour votre fidélité et je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir, merci.